Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, le piège du RN sur les retraites. Le groupe de Marine Le Pen a présenté aujourd'hui sa proposition de loi pour abroger la réforme contestée d'Emmanuel Macron. Périlleux dilemme pour la gauche qui défend la même chose mais refuse de mêler ses voix à l'extrême droite. Les Français peuvent-ils le comprendre? Grand débat dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Et si c'était l'homicide de trop? Avec notre invité ce soir, on va revenir sur les failles après le meurtre de Philippine, cette jeune étudiante à Paris-Dauphine. Le suspect marocain de 22 ans, déjà condamné, aurait dû être expulsé. Interview franc-parler avec le député de droite, monsieur Vincent Jeanbrun. Enfin, la question qui fâche ce soir, qui sont les riches maintenant que le tabou des impôts est tombé? Qui va trinquer? Tir croisé avec nos chroniqueurs éco à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire, vous savez tout. Et bien maintenant, ça vous regarde, top générique. Jusqu'où va-t-elle réussir à piéger ses adversaires? Marine Le Pen et son groupe de 126 députés ont présenté ce matin une redoutable proposition de loi. Son objectif, c'est de revenir à 62 ans, l'âge légal de départ d'avant la réforme adoptée par 49.3 ici à l'Assemblée en mars dernier. Alors, est-ce que c'est souhaitable au vu de nos déficits et de nos comptes publics si dégradés? Et puis, est-ce que la position de la gauche qui va voter contre est tenable alors qu'elle propose exactement la même chose? Bonsoir Thomas Ménager. Bonsoir. Bienvenue, député Rassemblement National du Loiret. C'est vous, le rapporteur de cette proposition de loi du RN qui sera défendue le 31 octobre, c'est bien ça? Dans l'hémicycle. Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Député Ensemble pour la République, le camp présidentiel, député du Gers, ancien rapporteur général du budget. Bonsoir Gabriel Catala. Bonsoir. Bienvenue à vous, député La France Insoumise du Val d'Oise. Et bonsoir Anne-Sophie Elsif, l'experte de ce plateau. Merci d'être là, chef économiste chez BDO France, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci donc à tous les quatre de participer à ce débat en direct qui s'ouvre comme chaque soir par le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, une proposition de loi et une patate chaude. Oui, alors la proposition de loi, d'abord, elle porte sur l'éruptif proposition de changer la réforme des retraites. Et c'est Thomas Ménager, ici présent, qui en a décrit les contours ce matin. Il s'agit d'une abrogation des pires dispositions mises en place par les réformes précédentes, donc la réforme Borne et la réforme Touraine. Le Rassemblement national propose de l'abroger purement et simplement car il n'est d'accord ni avec les bornes d'âge, ni avec le nombre d'annuités. Et c'est un combat que Thomas Ménager portait déjà en 2023. Déjà, vous savez, face à un texte qui, dans sa globalité, est un texte injuste, l'objectif, c'est de le faire tomber. Alors, pour faire simple, Myriam, le texte défendu par Thomas Ménager propose 1. De revenir sur le report de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans et 2. De revoir la durée de cotisation en fixant le nombre d'annuités pour obtenir une retraite à taux plein à 42 au lieu des 43 exigés par le système actuel. C'est simple, seulement voilà, c'est également un peu embarrassant. Pour qui, précisément? Alors, c'est très embarrassant pour la gauche, Myriam. À elle, la patate chaude, car devinez quoi, une fois n'est pas coutume, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire sont d'accord. Marine Le Pen le répète depuis 2022, elle, présidente de la République, les Français partiront nettement plus tôt. Ils partiront à la retraite entre 60 et 62 ans pour avoir une retraite pleine. Il leur faudra entre 40 et 42 annuités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est d'accord aussi. Il l'a d'ailleurs redit aux gens juste avant les élections législatives. Écoutez bien les gens, si vous avez plus de 62 ans et un mois, dans 15 jours, vous partez à la retraite. Voilà. Voilà, ils sont d'accord, mais il y a un os, car la gauche n'a pas très envie de voter une proposition de loi déposée par le Rassemblement national. Pourquoi? Eh bien d'abord pour une question de principe. Nos principes essentiels que sont ceux du refus de la compromission avec l'extrême droite et du barrage républicain.
Pas question de s'allier au Rassemblement national qui n'a, rappelle la gauche, jamais manifesté contre la réforme des retraites, présenté seulement 75 amendements pendant qu'elle en déposait plusieurs milliers et qui, précise le Parti socialiste dans un communiqué au vitriol, n'a pas l'ombre d'une chance d'être suivie par le Sénat. Bref, la gauche est contrariée, mais elle formule tout de même une contre-proposition aux troupes de Marine Le Pen. Le moyen le plus simple pour abroger la réforme de la retraite s'appelle la censure du gouvernement de M. Barnier. Et j'ai l'impression que, jusqu'alors, ils ne veulent pas le censurer. Alors, une proposition de loi ou un vote de censure, le match pour savoir qui est dans cette Assemblée la plus grande force d'opposition ne fait que commencer. Merci beaucoup Bruno Donnet. Thomas Ménager, c'est vrai ça, après tout, vous pourriez faciliter un vrai débat sur les retraites si vous censurez ce gouvernement d'entrée de jeu. Ça permettrait peut-être de pousser davantage votre avantage dans une autre majorité. Qu'est-ce que vous répondez à Mathilde Panot? À l'exception de mener à l'instabilité de notre pays et une situation encore plus dégradée, je ne vois pas ce que ça apporterait, parce que Emmanuel Macron renommerait un nouveau gouvernement Barnier 2, un équivalent, et ça n'apporterait aucune solution aux problématiques des retraites. Et nous ne voulons pas, bien entendu, que ça soit Mme Castet ou quelqu'un d'équivalent, parce qu'il y a d'autres problématiques sur d'autres sujets, comme les sujets régaliens, qui seraient une menace pour notre pays. La proposition de loi, si c'était pour piéger la gauche, c'est raté. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec une proposition de loi? J'ai entendu ce que vous disiez au début. Si vous êtes sûr que finalement, elle n'a pas de majorité. C'est une triste vision de la politique que vous avez, c'est-à-dire de penser qu'on fait des textes pour piéger. Non, c'est juste parce qu'on a pris un engagement devant les Français pendant ces élections législatives, pendant l'élection présidentielle, un engagement équivalent, comme vous l'avez justement signalé, de la gauche, du nouveau Front populaire, et que le jour de l'année où c'est notre niche parlementaire, nous déposons 7 textes, et un de ces textes et la réforme, de revenir sur cette réforme des retraites injuste. Alors, donc ce n'est pas de la politique politicienne, ce n'est pas des pièges, c'est juste comment améliorer concrètement le quotidien des Français. Ce sont vos propositions, vos convictions, et vous avez très bien parlé de tout ça dans votre programme pendant la législative. 62 ans et non 60, vous avez modifié votre programme sur ce point-là. Déjà, pourquoi? Et si vous pouviez revenir à 62 ans et qu'un vote était possible, qui paierait qui financerait ce retour à 62 ans? Alors, d'abord, il n'y a pas eu de changement du programme du Rassemblement national. Le programme du Rassemblement national reste le même. Il fut un temps où le retour à 60 ans était noir sur blanc. Vous proposez 60 ans. Non, mais ça, vous avez totalement raison, parce qu'à la différence de vous, on tient compte des dépenses publiques et de la situation financière du pays. Avec 3 000 milliards de dettes, à un moment, il faut aussi avoir une situation équilibrée. Et c'est la différence que nous avons avec le nouveau Front populaire et avec toute la gauche et l'extrême gauche, c'est que le 60 ans pour tous et 40 annuités, alors même qu'ils ont fait voter avec Marisol Touraine les 43 annuités, soit dit au passage, c'est une incohérence au niveau économique. Mais le programme du Rassemblement national n'a absolument pas changé. Là, nous sommes dans un texte d'abrogation. Dans une niche parlementaire, en une journée, on ne pourrait pas faire un programme complet. Le programme reste le même. Il faut quand même qu'il soit compensé financièrement. Toute proposition de loi, vous le savez, à l'Assemblée. J'y reviendrai dans un instant. C'est un texte consensuel. Nous avons acté, à la différence de ma voisine, que nous n'avions pas de majorité. Et donc, nous avons trouvé un texte consensuel, transitoire, qui permet de rassembler très largement à la fois le NFP, l'IOT et un certain nombre de députés macronistes qui s'étaient opposés à cette retraite injuste. Après, nous, ce que nous constatons, et ce n'est pas seulement les constats du Rassemblement national, la DREES le dit, quand vous reportez de 2 ans l'âge de la retraite, vous avez des dépenses supplémentaires estimées à 4,9 milliards selon une note du corps sur les bases de la DREES d'orientation des retraites. Sur d'autres éléments, vous me répondrez même, mais sur d'autres éléments que sont le chômage, les accidents du travail, les maladies professionnelles, sur le RSA, parce que plus vous êtes âgé et vous êtes au travail, moins vous avez la capacité de trouver un travail, plus vous êtes en maladie. Ça, c'est le premier point. Et nous avons toujours dit que s'il y avait quand même un déficit, parce qu'il reste un déficit, même une situation déficitaire, même avec la réforme qui a été présentée et votée, enfin pas votée, mais passée en force l'année dernière. Passée par 49.3. On va y venir d'ailleurs. Par le gouvernement Borne. Nous assumons que ce soit un choix de société et qu'il faut agir non pas en tapant sur la tête des travailleurs, mais en augmentant les recettes par plusieurs éléments. 1, la démographie, 2, la productivité, et 3, en faisant en sorte qu'il y ait plus d'emplois et qu'une réindustrialisation de notre pays. Ça s'est posé, vous allez pouvoir répondre sur les éléments financiers, sur le manque à gagner du retour aux 62, sur combien il faut trouver pour déjà financer le déficit actuel. Mais restons un instant sur l'aspect politique, si vous le voulez bien, de ce débat. Gabriel Catala, LFI, ne votera pas non plus cette proposition de loi
Alors nous, dans notre groupe, nous n'avons pas encore pris de décision sur notre vote le 31 octobre. Par contre, nous proposerons l'abrogation de la réforme des retraites de M. Macron le 28 novembre dans notre propre niche parlementaire, qui est le seul texte qui a une chance ensuite d'être repris au Sénat. Et nous proposerons également l'abrogation de la réforme des retraites lors du débat sur le projet de loi de financement. On va y revenir. La bataille des retraites, elle ne fait que commencer. Elle va revenir dans les mois prochains. Du Rassemblement national qui ne va même pas censurer le gouvernement de M. Barnier. M. Barnier qui propose la retraite à 65 ans, comme M. Ciotti, avec qui... Il y a une déclaration de politique générale mardi. On verra qui censure ou qui ne censure pas dès mardi prochain sur LCP. On ne les a jamais vus dans la rue, qui a rassemblé des millions de gens début 2023. Monsieur, qui était le chef de l'extrême droite lors du débat des retraites en 2023, disait lui-même qu'il ne voulait pas trop déposer d'amendements en séance pour un petit peu améliorer la réforme. Et pendant les élections européennes, vous ne l'avez pas rappelé, Monsieur Bardella avouait en direct sur France 2 que pour quelqu'un qui commençait à travailler à 24 ans, il partirait à la retraite à 66 ans, soit un âge encore pire que la réforme actuelle. On va revenir aujourd'hui. Vous, comme député, vous savez ce que vous voterez le 31 octobre ? Non, parce que moi, je fais partie d'un groupe politique où nous avons des discussions. Il y a des députés à LFI très clairement qui vous disent pas question de mêler ses voix à l'extrême droite. Toutes les niches parlementaires, nous prenons des décisions en collectif lors de notre réunion de groupe. Leur niche n'est que collective et disciplinée. Leur niche n'est que le 30 octobre. Si je comprends bien. Nous sommes sommés d'apporter une réponse, alors qu'il me semble que, par exemple, l'année dernière, quand Mme Braun-Pivet a censuré la proposition de loi de notre groupe pour empêcher l'abrogation, aucun groupe n'a été sommé de donner son avis sur est-ce qu'il Là, vous faites référence à la proposition de loi de Charles de Courson sur l'abrogation. On va essayer pour nos téléspectateurs, c'est compliqué, on est à l'Assemblée, vous êtes tous familiers de la procédure parlementaire, mais d'être le plus clair possible. Le PS votera contre. Vous déposez votre propre texte en novembre, c'est bien ça ? Je voudrais comprendre, vous excluez de principe de ne jamais voter de voter avec le RN. C'est ça, c'est la position de LFI aujourd'hui. Nous avons besoin d'en discuter. Ou est-ce que c'est possible d'envisager un jour dans cet hémicycle de voter une initiative parlementaire du RN ? Est-ce que c'est possible pour vous en tant que député ? Oui ou non ? Ce que je vous dis, c'est que nous avons besoin de prendre une discussion collective dans notre groupe parce que ce n'est pas une décision anodine. La retraite à 64 ans, c'est l'élément central de notre programme. Et si Mme Castet avait été nommée Première ministre, ça ferait bien longtemps que la réforme aurait d'abord été suspendue par décret et ensuite mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès octobre. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer personnellement. Vous ne voulez pas nous donner votre position personnelle de député. Vous attendez votre groupe. Moi, quelque chose me dit quand même qu'ils vont voter contre. Je serais très étonnée que vous ayez une position en faveur. Et nous allons également discuter, comme l'a dit Mme Panot ce matin, discuter avec les différents syndicats pour recueillir leur opinion. Jean-René Cazeneuve, il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller parce que pendant les législatives, cette question des retraites, elle était centrale. Je suis sûre que vous en a parlé pendant votre campagne. Est-ce que vous comprenez, comme député, que ça revienne aujourd'hui, après ces élections dans l'hémicycle? C'est complètement légitime. Oui, c'est légitime, parce qu'il y a probablement un défaut d'explication, mais cette proposition de loi est basée sur un double mensonge. Un mensonge sur le fond et un mensonge sur la forme, et vous allez encore créer des espoirs auprès des Français, et vous allez les décevoir. Sur le fond, il faut le redire, mais nous devons travailler plus. Parce que c'est vrai dans tous les pays du monde, parce que l'espérance de vie augmente, le nombre de cotisants pour le nombre de retraités diminue. Et donc, si on ne veut pas casser notre système par répartition, c'est aussi simple que ça, il faut travailler plus. Et dire le contraire, c'est un mensonge. C'est mentir aux Français. C'est vrai, le corps le dit de manière aussi extrêmement claire aujourd'hui, il a été plus ambigu à une certaine époque. Donc il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus. Bon, ça, c'est le mensonge sur le fond. Le mensonge sur la forme. Le comité de suivi dit que la réforme des retraites va créer un surcoût de 9,5 milliards en 2070. Il n'est pas vrai qu'il nous faut arrêtez, 2070, de vie en bonne santé est toujours à 64 ans, rien n'a changé. Arrêtez le cul. Mais arrêtez, c'est peut-être que quelqu'un qui moins chauvin que vous trouvera une réponse. Deuxième point sur la forme, et là aussi il faut le dire, cette proposition de loi ne respecte pas l'article 40 de la Constitution. Alors expliquez cet article 40. Une charge importante, alors on peut discuter, est-ce que ça coûte... Une charge financière. Une charge financière pour l'État. Est-ce que c'est 17 milliards, est-ce que c'est 40 milliards à terme? On peut discuter, mais même si ça coûtait 1 euro, ça ne passerait pas
l'article 40 de la Constitution. Et donc là, ça a été... c'était passé... régionaux. C'était passé. Qui était de votre camp. Je vous ai écouté, chers collègues. Donc, simplement, pour les autres, supposons que ce soit voté à l'Assemblée nationale, ça ne le sera pas. Supposons que ce soit voté au Sénat, de toute façon, ce sera censuré. Et là aussi, il n'y a pas un constitutionnaliste qui dit le contraire. Évidemment, ça crée une charge. Donc, elle n'a aucun avenir. Parce que je vais vous montrer un petit calendrier et ensuite, je vous donne la parole, Anne-Sophie Alsif. Cette bataille des retraites, elle ne fait que commencer. Vous allez donc avoir la date du 31 octobre. La voilà. C'est la niche RN. Abrogation demandée. Ensuite, vous avez le 28 novembre, niche LFI. Idem, abrogation. Et très probablement, vous aurez à l'automne un amendement dans le cadre du budget, du débat sur le budget de la sécurité sociale, sur l'abrogation de la réforme des retraites. Dans tous les cas, ça ne respecte pas l'article 40. Mais l'hypocrisie, c'est qu'on ne sait pas si le Nouveau Front Populaire va voter avec le RN, mais on sait que le RN votera avec le Nouveau Front Populaire, et là, ça ne vous pose pas de question, ça ne vous pose pas de problème que le RN vote avec vous. Ça ne peut passer que si le RN vote avec vous. Anne-Sophie Alsif, sur le fond, que sait-on déjà de cette réforme des retraites aujourd'hui appliquée pour les Français? Est-ce qu'on a un premier bilan? Et que sait-on aussi des finances publiques aujourd'hui? Alors déjà, le premier bilan et le but de cette réforme, comme en effet il existe dans d'autres pays européens, on n'est pas seul au monde, d'autres pays l'ont appliqué, c'était d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Seniors 55-64 ans. Ce taux d'emploi en France, notamment chez les 60-64 ans, est particulièrement bas, notamment par rapport aux pays nordiques, on parle souvent de l'Allemagne. Donc le but, c'était d'augmenter ce taux d'emploi des seniors et de créer plus de richesses, parce que la France et la zone euro décrochent massivement en termes de création de richesses, notamment par rapport aux États-Unis, et parce qu'en effet, on a ce taux d'emploi qui est beaucoup moins important. Alors, est-ce que ça a payé, ça a marché? Ce que l'on voit, c'est... Ils restent dans l'emploi, les très âgés? Les derniers chiffres de l'INSEE, et comme on l'avait vu aussi pendant le débat de la réforme, c'est qu'en effet, le fait d'avoir décalé, vous avez une augmentation de 1,5 point d'augmentation du taux d'emploi chez les 60-64 ans. Derrière la dernière note de l'INSEE, laissez-moi terminer comme je l'ai fait pour vous. Donc ça, on peut voir que déjà, ça a un impact. Mais c'est ce qui est passé dans les autres pays. C'est un effet mécanique. Donc c'est un effet mécanique. Et dans les entreprises, on garde les seniors. Voilà. Et donc, en fait, les entreprises s'adaptent à l'âge de départ. Et quand il y a des plans, ils s'adaptent au nouvel âge. Ça a été le cas quand on est passé de 60 à 62. Et dans les autres pays européens, on l'a vu aussi. Donc c'était ça l'objectif. Et ça, on peut dire que ça réussit, puisqu'on augmente le taux d'emploi des seniors, encore une fois. L'autre problème en France, pour revenir sur votre fameuse note de la DARES et plein de chiffres qu'on donne dans tous les sens, c'est quoi la problématique en fait, de la réforme des retraites? C'est qu'en France, vous avez un taux de productivité par personne qui explose. C'est-à-dire qu'en France, entre 25 ans et 55 ans, vous travaillez énormément. Vous êtes complètement pressé. Par rapport aux autres pays européens qui ont un taux de productivité par personne beaucoup plus bas. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas du tout de manière de penser votre carrière. Quand vous êtes dans certains pays, notamment nordiques, vous allez commencer à 20-25 ans avec peu de formation, par exemple, et des emplois très difficiles, et vous n'allez pas rester à ces emplois. Très rapidement, vous allez progresser et augmenter votre salaire. Et aussi la manière dont vous allez travailler. Et quand on dit en Allemagne, pourquoi à 75 ans, des gens travaillent, etc., ils ne travaillent pas sur des chantiers où peut-être le reportage qu'on va voir, 8 heures par jour dans des conditions difficiles. Non, ils ont aménagé leur temps de travail et ils n'occupent plus les fonctions qu'ils occupaient il y a 10-15 ans. Et ça, le problème, et justement c'est ça que dit la note de la DARES, c'est comme nous, on est dans ce modèle où vous travaillez énormément entre 25 et 55 ans, vous avez très peu de formation, notamment chez les personnes les moins qualifiées, et bien en effet, quand vous arrivez à la retraite, vous avez beaucoup plus d'accidents de travail parce que vous n'avez pas eu cet aménagement du temps de travail et de vos qualifications au cours de votre carrière, qu'ont beaucoup moins les pays nordiques. Donc en fait, le vrai débat, c'est quoi? C'est comment, et on l'a eu un petit peu, ne pas rester au SMIC et faire que les gens sortent en fait de leur premier emploi, et surtout d'aménager les carrières pour que lorsque vous allez aller à 64 ou plus loin, eh bien en effet, vous n'ayez pas l'emploi que vous aviez quand vous avez 30 ou 35 ans. Ça, c'est l'objectif. Je voudrais qu'on termine et après on avance sur les améliorations parce que là, peut-être qu'on va vous mettre d'accord. Si on peut déjà améliorer l'existant de cette réforme. Sur le financement, on est à combien de déficit aujourd'hui? 6 milliards. C'est ce que j'ai regardé aujourd'hui, le Conseil d'orientation du corps, et on monte jusqu'à près de 30 milliards, c'est ça, dans les 15 années à venir. Ça, c'est une donnée factuelle. L'autre élément par rapport à l'élément qui a été donné sur la démographie, là, c'est vrai que je ne sais pas comment vous allez faire. Quand on voit toutes les mesures qui ont été faites dans d'autres pays pour justement essayer de booster la démographie, comme par exemple en Italie, en Allemagne, où il y a quasiment plus d'enfants par femme, je crois que vous disiez 4 enfants par femme, c'est très compliqué. Alors, j'ai absolument pas dit ce chiffre-là. Là-dessus, c'est important parce que... En corrélation entre le désir d'enfant et le taux de natalité. Attendez, parce qu'il faut qu'on avance. Répondez là-dessus parce que... Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, pour régler ce problème-là,
gens-là ont plus recours à l'immigration, et notamment l'immigration de travail. Quand on a une espérance de vie qui augmente, quand on a des déficits des caisses de retraite très importants et des finances publiques dans le très rouge écarlate, est-ce que c'est vraiment le moment ? C'est une simple question pour ceux qui nous regardent, à vous deux. Est-ce qu'on peut se le permettre ? La santé n'augmente pas, elle est toujours à 64 ans. Ensuite, madame parle de 6 milliards de déficit. Ça, c'est à moyen terme. À court terme, le but n'était que de faire 2,7 milliards d'économies. Et tout ça, si on le compare à une échelle comparable, ce n'est même pas ce que rapportait la suppression de l'ISF, c'est-à-dire c'est une somme risible, alors même que nous, contrairement à ce qu'a dit monsieur, nous proposons de financer la retraite à 60 ans et que tout cela est totalement finançable. Ce n'est pas l'officine insoumise qui par un choc de demande, c'est-à-dire en augmentant les salaires. Par exemple, assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, ça rapporte 8 milliards, puisqu'il y aurait une rentrée de financement de cotisation. De la même manière que augmenter les salaires de 4%, permettrait de dégager 12 milliards, augmenter un point de cotisation de 0,5%. Par une relance de la croissance. Si on doublait les salaires, ce serait encore mieux. Ça, c'est vraiment, au fond, c'était le programme du nouveau Front populaire versus le programme... Le seul programme ici... Des macronistes. On ne va pas faire ce débat sur est-ce qu'un choc de demande relancerait la croissance et permettrait de dégager des dizaines et des dizaines de milliards. Les Français jugeront et il y a ce débat le 31 octobre. Mais est-ce qu'il ne peut pas déjà l'améliorer, cette réforme des retraites ? Le gouvernement refuse de l'abroger, mais... Monsieur le Premier ministre, Michel Barnier, propose de demander aux syndicats de travailler avec le patronat à des améliorations. Alors, nous sommes avec Patricia Drevon, la secrétaire confédérale de Force ouvrière. Bonsoir madame et merci d'avoir patienté pendant ces premiers échanges. Avant de nous dire comment on pourrait améliorer cette réforme des retraites, on a regardé l'un des critères, la pénibilité. Est-ce que ce n'est pas un peu l'angle mort de la réforme votée à l'Assemblée ? Décryptage Maïté Frémont. Soulever 200 kilos est devenu le quotidien de Sylvian. C'est un bébé, ça. Vous êtes plus gros ? Ouais, c'est énorme. Ça, c'est vraiment pas lourd. Enfin, c'est pas lourd. Des pianos comme charge légère. Sylvian est déménageur. À 33 ans, il fait ce métier depuis 17 ans. Il y a des jours, c'est comme ça en maison, c'est proche. Ça pourrait être au fin fond d'une cour, ça pourrait être au 5e étage sans ascenseur. Exactement. Ce jour-là, pendant des heures, il portera des charges lourdes, le dos courbé à monter et à descendre les escaliers. La retraite, il n'y pense même pas. C'est un boulot, on est toujours actif. Le jour où on s'arrête, c'est jamais bon pour l'organisme, il n'aime pas ça. Moi, carrément, j'ai peur de prendre ma retraite maintenant. Même les anciens qui ont arrêté, ils étaient en meilleure forme quand ils bossaient que quand ils sont partis à la retraite. Et ils n'ont pas beaucoup profité de leur retraite, en fait. Parce qu'ils sont morts pas très longtemps après. Pour Sylvian, son espérance de vie est jugée réduite. Pourtant, depuis 6 ans, il ne peut plus compter sur certains critères de pénibilité qui lui auraient permis de partir plus tôt à la retraite. Contrairement à ce que demandaient les syndicats, les critères suivants n'ont pas été réintégrés dans la loi de 2023. Le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques ou encore les risques chimiques. Une exclusion qui impacte d'autres professions comme les coiffeurs ou certains ouvriers du bâtiment. Alors ces facteurs supprimés en 2018 vont-ils réapparaître ? Une chose est certaine, de l'aveu du Premier ministre, il serait possible d'améliorer le dispositif mis en place. Alors Patricia Drevon, première question, est-ce que vous réclamez tout simplement la réintégration de ces fameux critères de pénibilité quand on pense qu'un coiffeur qui passe sa carrière debout ne peut pas partir plus tôt? Est-ce qu'il est temps de les réintégrer de façon systématique pour que les entreprises fonctionnent par branche? Bonsoir. Nous, ce qu'on réclame en premier, et c'est notre revendication première, c'est l'abrogation de cette réforme. On s'est battu pendant 10 semaines pour l'abrogation, on sait dans quelles conditions elle est passée, donc ça reste notre revendication première, l'abrogation de la réforme. Concernant la pénibilité, forcément, oui, on demande ce que la pénibilité soit mieux prise en compte. Tout ce qui avait été mis en place a été de toute manière supprimé, c'était déjà largement insuffisant. On a commencé à travailler il y a quelques mois, maintenant quelques semaines, sur un accord pour le travail des seniors où on avait commencé à travailler un petit peu là-dessus. On n'est pas arrivé au bout, pas parce qu'il n'y avait pas une volonté des deux parties qui négociaient d'y arriver, mais parce qu'en fait on s'est aperçu qu'autour de la table des négociations, on n'était pas 2 mais 3, puisqu'il y avait le gouvernement
qui pilotait aussi un peu les négociations et qui, à l'époque, avait refusé d'agréer la retraite progressive. Alors justement, Madame Drevon, est-ce que sur la méthode, vous sentez un changement ? Vous avez été reçue par le cabinet de Michel Barnier, aujourd'hui à Matignon. Est-ce que vous voyez une porte s'ouvrir, notamment sur ces sujets d'amélioration, carrière longue, pénibilité, carrière des femmes ? Alors, on n'a pas été reçu aujourd'hui, on a été reçu il y a déjà quelques jours par le cabinet Barnier. Vous dire qu'on sent que les choses changent, vous voyez comme nous, depuis combien de temps est mis en place ce gouvernement. On a posé nos revendications, on a laissé notre cahier revendicatif au directeur de cabinet. Je vous dirai si les choses changent dans quelques temps, déjà quand il y aura le discours de politique générale. Merci beaucoup, Madame Drevon. Jean-René Cazeneuve, est-ce qu'on peut imaginer un accord autour de cette table ? On a les 3 blocs. Est-ce que sur les améliorations, ça peut venir peut-être dans le PLFSS où il faudrait un texte à part sur la pénibilité, par exemple, la réintégration des critères dans la loi ? Alors, il y a d'autres critères de pénibilité qui sont aujourd'hui dans la loi. On ne les a pas tous supprimés. En fait, ceux dont on parle là n'ont jamais été appliqués parce qu'ils ont été considérés comme inapplicables ou très difficiles en termes de normes, de suivi. C'est le MEDEF qui trouvait que c'était une usine à gaz, pas les syndicats. OK, mais de toute façon, je pense que, bien évidemment, il faut tenir compte de la pénibilité. Il y a aussi un fonds de prévention dans la loi. Donc, si on abroge la loi, on supprime ce fonds de 1 milliard pour la prévention. Je pense qu'il faut travailler tout au long... Vous lirez le texte. Tout au long... Je ne vais pas dire n'importe quoi. L'âge de départ seulement. Tout au long de la vie, il faut travailler sur la pénibilité du travail, évidemment. Il faut aménager, c'est tout à fait essentiel, les fins de carrière. Il faut que les gens changent. Ils sont pompiers, ils ne montent plus à l'échelle, mais ils sont enseignants dans les écoles de formation. Enfin, il y a 1000 manières de le faire. Ça n'est pas aujourd'hui dans nos habitudes. C'est un changement culturel qu'il faut faire. Donc, bien sûr, il faut accompagner ça. Il y a aussi, dans la loi, toutes les exceptions sur les carrières longues pour que les personnes... Donc là, vous dites qu'on ne peut pas mieux faire. Tout est dans la loi. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Évidemment, regardez l'impact de cette loi avec des éléments très positifs et peut-être les améliorer. Oui, mais c'est le bon moment ou c'est trop tôt pour regarder, justement, parce qu'elle vient juste de s'appliquer. Oui, en théorie, c'est trop tôt. Donc c'est de la politique que fait Michel Barnier. C'est de la posture, si je vous entends bien. Est-ce que vous seriez prêt, au-delà de cette proposition de loi, si ces critères étaient réintégrés dans une loi future sur les retraites, à voter pour Thomas Ménéger ? Bien entendu. Enfin, nous, on a toujours été pour la réintégration de ces 4 critères de pénibilité. Au moment des débats sur la réforme des retraites en 2023, nous avons soutenu la réintégration parce que, vous l'avez dit, c'est seulement le patronat qui a dit que ce n'était pas applicable, mais les partenaires sociaux, les syndicats et les Français qui directement sont touchés, eux se rendent bien compte qu'il y a une pénibilité et qu'elle peut être quantifiée et qu'elle doit avoir un impact. Après, bien entendu, et là on peut trouver aussi un accord, c'est que c'est tout le long de la vie. Et il y a aussi une question de prévention. Aujourd'hui, en 10 ans, on a perdu 1000 médecins du travail en France. Donc il y a un travail à faire pour adapter les postes, pour améliorer un certain nombre de postes qui sont des postes très difficiles. Et ça doit passer, bien entendu, par tout le long de la vie et non uniquement au moment de la retraite. Et ça, j'espère qu'on arrivera au moment du PLFSS, en sortant de toutes les postures politiciennes, à trouver un accord si jamais ça ne pouvait donner lieu à une prise en compte, notamment par un départ plus tôt. C'est ce que nous proposons. Gabrielle Kettel, la même question sur les critères de pénibilité. Pour prendre les miettes de M. Barnier, nous sommes même pour aller beaucoup plus loin que le rétablissement des critères qui ont été supprimés en 2017 par M. Macron via les ordonnances Plénico. Nous sommes pour créer des nouveaux critères de pénibilité. Par exemple, aujourd'hui, la pénibilité dite émotionnelle pour les personnes qui travaillent avec des publics en souffrance, des mineurs isolés, des personnes âgées, des personnes handicapées, leur pénibilité n'est pas reconnue. Et c'est souvent, bien sûr, les femmes qui sont les premières touchées, puisque ces métiers sont avant tout occupés par la gente féminine. Notamment, si on regarde par exemple les métiers comme les infirmières, une infirmière a une espérance de vie 7 ans inférieure au reste des autres femmes. Donc nous sommes pour créer des nouveaux critères de pénibilité. C'est d'ailleurs ce que nous avions fait pendant la réforme des retraites en 2023. Non seulement nous avions voulu rétablir ce supprimé, mais l'ensemble des macronistes ont voté contre. Et d'ailleurs, je m'étonne que monsieur fasse mine de vouloir améliorer quelque chose, puisqu'il y a 2 ans, lorsqu'a eu lieu le débat, il n'a strictement rien proposé sur la question. Alors, juste pour bien comprendre, vous voulez plus, ça on a bien compris, mais sur ces aménagements-là, est-ce que sur la méthode, l'amélioration, on pourra compter sur les voix de la gauche dans une future loi dans l'hémicycle, oui ou non ?
Mais nous ne savons même pas ce que propose M. Barnier. Il fait mine de consulter les différents syndicats. Vous consulterez sur la table. Nous sommes pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour le retour des régimes spéciaux qui ont aussi été supprimés, et pour la retraite à 60 ans. Qui peut le plus, peut le moins parfois. Pour Anne-Sophie, quand on regarde toujours dans les statistiques, la grande difficulté, c'est qu'on en parle très peu, ce qui est assez étonné, c'est bien sûr quand vous partez, mais combien vous touchez. Ce qui est central, c'est combien vous avez à la retraite. C'est ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous voyez que vous avez des gens, en effet, qui peuvent partir, mais toutes les demandes pour continuer, ou en tout cas de cumuler un autre emploi, une fois même que vous avez la retraite, explosent parce qu'en fait, les gens, et surtout les femmes, vous en avez parlé, qui ne sont pas toujours propriétaires de leur logement principal, etc., n'ont pas assez pour partir à l'âge légal à la retraite en termes de revenus. Donc ça, c'est aussi le sujet à penser en termes de travail. Et quand on regarde ce qui s'est fait chez les autres pays nordiques, pourquoi l'idée de faire de la formation et aussi de changer d'emploi? C'est parce que ça vous permet d'avoir des salaires qui augmentent et donc de cotiser plus. Et quand vous avez à la retraite, vous avez les moyens de partir. Et pour finir, on parle toujours de l'âge unique de départ avec la pénibilité. Il y a aussi beaucoup plus d'inégalités dans l'allongement de la vie et en bonne santé à la retraite. Un médecin ou par exemple un professeur d'université gagne chaque année des années et part et en bonne santé plus longtemps. D'autres, en effet, régressent. Donc ça aussi, c'est aussi important de le prendre en compte parce qu'avec l'allongement de la vie globale, vous aurez de plus en plus d'inégalités d'âge à la retraite en bonne santé qui vont augmenter si on ne prend pas en compte la pénibilité. C'est Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail. Ce sera ma dernière question, qui a le sens de l'écoute. On lui reconnaît ça parce qu'elle a fait beaucoup de commissions transpartisanes ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes confiant pour essayer au moins sur ce volet amélioration de la réforme avec ce locataire de la rue de Grenelle? Vous savez, on va écouter ce que dit M. Barnier. On jugera aux actes. Voilà, nous, on n'est pas sectaires. Si ça va dans le bon sens, contrairement à Madame de LFI, nous, on soutiendra tout ce qui permettra aux Français de s'améliorer pour améliorer leur quotidien et leur vie. Gabriel Catala. Nous aussi, évidemment, nous soutiendrons, mais nous ne sommes pas là. Pour prendre ce que je disais tout à l'heure, les miettes que va nous donner le gouvernement. Il faut des propositions claires, des propositions qui vont dans le bon sens. Mais si c'est pour faire mine d'écouter les syndicats et ensuite ne rien mettre à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, on a déjà vu ça par le passé, il ne faudra pas compter sur nous. Mais si un accord est conclu par les syndicats, par les partenaires sociaux, la représentation nationale en tiendra compte et le votera? Ça peut être une bonne méthode pour trouver des majorités, passer par les partenaires sociaux, oui, non? Oui, peut-être, oui, René Cazeneuve. La ministre est très claire là-dessus, c'est une femme d'ouverture, c'est une femme de dialogue. Elle a déjà commencé à rencontrer les syndicats, donc c'est bon signe. Une fois de plus, je crois qu'il faut lui faire confiance. On n'est pas là pour bloquer le pays. Et si on peut améliorer cette loi, évidemment, il faut améliorer cette loi. Si on peut améliorer la pénibilité du travail de l'ensemble des Français tout au long de leur carrière, il faut le faire, évidemment. Allez, on se quitte sur cette note de consensus. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. Et bonsoir Vincent Jeanbrun. C'est vous l'invité franc-parler ce soir dans un instant. Pourquoi la France n'arrive pas à faire exécuter les OQTF, les obligations à quitter le territoire français? C'est l'une des questions que je vais vous poser dans un instant. Le débat a été relancé après le meurtre de Philippine, jeune étudiante à Paris-Dauphine. Regardez, c'est dans l'invitation de Thibaut Enoch et on en parle juste après. Si on vous invite, Vincent Jeanbrun, c'est que parmi les nouveaux visages de l'Assemblée, vous êtes sensible à un enjeu, l'ordre républicain, mis en avant par le nouveau ministre de l'Intérieur. 3 priorités, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Une ligne politique indissociable de votre histoire. En juillet 2023, pendant les émeutes, alors maire de L'Haÿ-les-Roses, votre domicile est attaqué par une voiture bélier en feu. Votre famille en réchappe de peu. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos 2 jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Notre République et ses serviteurs sont menacés. Depuis, vous appelez à un sursaut. Élu député en juillet et porte-parole du groupe La Droite Républicaine, proche de Valérie Pécresse, voilà votre famille politique aux responsabilités. Le discours de fermeté du nouveau ministre de l'Intérieur vous satisfait? Oui, je veux de l'ordre dans la rue. Oui, je veux de l'ordre à nos frontières. Seulement à peine nommé, voilà Bruno Retailleau confronté à la réalité. Le trafic de drogue qui gangrène les cités, illustré par l'affaire d'Échirolles, un immeuble squatté dont les habitants viennent d'être évacués, et un fait divers qui soulève beaucoup de questions, l'assassinat de la jeune Philippine. Le suspect, arrêté hier en Suisse, est un Marocain placé sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Une décision non suivie des faits, comme beaucoup d'autres.
En 2023, seuls 7,7% des plus de 100 000 OQTF décidés en France ont été exécutés. Le nouveau ministre souhaite s'emparer du sujet. Je vais me mobiliser et l'on va augmenter considérablement, c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Mais sur cet enjeu comme sur d'autres, les obstacles sont nombreux. Alors Vincent Jeanbrun, de la parole aux actes, comment rétablir l'ordre républicain? Bienvenue sur ce plateau, Vincent Jeanbrun. Bonsoir. Philippines aujourd'hui, Lola en octobre, l'attaque au couteau Gare du Nord en janvier dernier, le coup de cutter à Vitry-sur-Seine le même mois. La liste des faits divers impliquant des illégaux qui auraient dû être expulsés s'allonge. Est-ce que cette fois, c'est la faille de trop? Chaque exemple que vous venez de citer, c'est la faille de trop. Chacun de ces exemples aurait dû nous réveiller, nous mettre une claque. Enfin, je ne peux pas vous répondre sans avoir une pensée pour la famille de Philippines. C'est insoutenable ce qui est en train de se passer. Si vous êtes responsable politique demain et que vous rencontrez la famille de Philippines, qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire? À part demander pardon, en fait. Je crois que collectivement, on est face à un aveu d'échec qui est terrible. Donc le défi qui est face à nous... L'échec de qui, précisément? Je crois de l'ensemble des responsables politiques. Je veux le dire vraiment parce qu'il ne s'agit pas là, face à des drames pareils, de dire il y a des bons points, des mauvais points, tel a fait un petit peu mieux. Non, je crois que collectivement, on n'a pas réussi. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, de l'impuissance publique, de nos services administratifs, de notre justice, de notre police. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des policiers, des personnes qui servent la justice avec beaucoup d'abnégation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et heureusement, j'ai confiance dans notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour prendre les sujets à bras-le-corps et essayer partout où c'est possible d'innover et de redoter la puissance publique de moyens pour que plus jamais il y ait des parents endeuillés comme ceux de la petite Philippine. C'est insupportable, ou tous les exemples que vous venez de citer. Moi, j'ai des enfants, je ne peux pas imaginer qu'on reste sans réaction par rapport à ce qui vient de se passer. Parce que vous êtes responsable politique, il y a une nouvelle coalition au pouvoir, avec un ministre de l'Intérieur qui a fait des phrases chocs, avec un nouveau ministre de la Justice. Vous avez parlé de failles administratives, de failles judiciaires. En l'occurrence, dans l'affaire Philippines, la police judiciaire a plutôt bien travaillé, puisque le suspect a été arrêté en Suisse assez rapidement. Parlons de ces OQTF. Ce sont les préfets qui décident des OQTF. C'est donc l'État, le ministre de l'Intérieur. On n'est pas dans le cadre judiciaire. 7,7% seulement d'obligations à quitter le territoire sont exécutées en France. C'est 23% en Allemagne. Pourquoi on n'y arrive pas précisément? Est-ce que c'est un problème diplomatique avec certains pays? Lesquels? Il y a plein de choses. D'abord, je veux redire qu'aujourd'hui, en France, les policiers, les magistrats font leur travail. Mais justement, une fois qu'ils ont été au bout de ce qui est leur responsabilité, c'est-à-dire arrêter une personne qui n'a pas à être sur notre territoire, décider de l'OQTF et donc dire à la personne « vous avez 30 jours pour quitter le territoire », ils ont fait leur travail. Et ensuite, il y a une espèce de no man's land où effectivement il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. La première chose, nos centres de rétention administratifs sont pleins. Est-ce qu'il en faut de nouveaux, en construire d'autres? On a inventé un système où on leur dit c'est pas grave, vous faites assignation à résidence. Évidemment que les individus ensuite s'en vont et peuvent commettre des atrocités, comme dans le cas de la petite Philippine. Alors attendez, parce que dans le cas du centre de rétention administrative de Metz, qui était celui où était la personne illégale, donc qui a été déjà condamnée pour viol et qui est le suspect du meurtre de Philippines, il était arrivé à ses 90 jours. Ça fait 3 mois, c'est la durée légale, quasiment la fin. Est-ce que vous dites qu'il faut rallonger le délai ou est-ce que vous dites qu'il faut d'autres places? Mais en aucun cas, l'assignation à résidence, ce sont des juges qui les ont autorisés à sortir. C'est parce que le délai légal était arrivé à son terme. C'est pour ça que je ne mets pas en cause les magistrats. Je dis que c'est notre système qui est peut-être trop naïf. Moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut changer précisément il faut changer les lois. La première chose, quand vous avez un OQTF, on ne doit pas perdre sa trace. Il a vocation à quitter le territoire. Donc je pose la question des bracelets électroniques pour qu'on ne perde en aucun cas leur trace. Et ça va d'autant plus de soi si on a quelqu'un qui a déjà été condamné à 5 ans de prison, enfin 7 ans d'ailleurs, la condamnation, il n'en a fait que 5, comme le meurtrier de la petite bracelet électronique, en tout cas, pour un étranger en situation irrégulière, à condition qu'il ait été condamné ou pas, parce que c'est pas pareil. C'est une décision judiciaire, le bracelet. Je voudrais qu'on ait ce débat à l'Assemblée nationale, je poserai la question, je ferai probablement à titre personnel une proposition de loi, parce que une fois qu'il a vocation, l'individu, à quitter le territoire, on ne doit plus perdre sa trace. C'est fondamental. Expliquez-nous le sens de votre proposition de loi, c'est important. Vous allez proposer aux députés qu'un étranger en situation irrégulière détenu en centre de rétention, s'il a déjà été condamné, puisse, s'il doit sortir, avoir un bracelet électronique? Quand on prononce
une obligation de quitter le territoire, on dit à l'individu, vous avez 30 jours pour le faire. Parfois même, on leur laisse la liberté de s'organiser pendant les 30 jours. Moi, je souhaiterais qu'on ne puisse pas perdre leurs traces et que, a fortiori pour ceux qui ont été condamnés, comme c'était le cas là, on puisse les identifier. Ça, c'est... on parle d'individus. On parle d'individus, mais on parle d'individus qui sont, entre guillemets, condamnés à quitter le territoire. Et donc, ils n'ont pas à disparaître dans la nature. Bracelet électronique, même sans condamnation judiciaire préalable. Je voudrais poser la question. Vous êtes, entre guillemets, condamné, c'est une prononciation administrative, bien sûr, mais vous êtes condamné à quitter le territoire. C'est quand même la décision que prend l'État français, à travers les préfets, de dire vous êtes condamné à quitter le territoire, vous avez 30 jours pour le faire. Bon. Première chose. Deuxièmement, sur la question des centres de rétention. On n'a pas assez de place, c'est compliqué. Moi, je pose deux questions. La première, est-ce qu'on a besoin, justement, forcément d'isoler tout le monde physiquement, ou est-ce que le bracelet électronique ne peut pas aussi soulager un certain nombre de places? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer d'un certain nombre de grands pays européens et démocratiques, comme le Danemark, par exemple, et poser la question, dans un certain nombre de cas, de sous-traiter dans d'autres pays? Pourquoi c'est important? Parce que, comme vous l'avez très justement dit, il y a des pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tout a été fait. Le chantage au visa en Algérie, au Maroc. Il y a eu des déplacements du ministre Darmanin dans ces pays-là. Tout n'a pas été fait. Il y a un problème avec ces pays-là, lesquels? La coopération. Il y a un certain nombre de pays dont on finance un certain nombre de projets dans le cadre de coopération et qui refusent un certain nombre de ressortissants. Donc vous proposez de suspendre l'aide et la coopération dans quel pays? Pour obtenir les laissez-passer consulaires et que les avions atterrissent dans ces pays? Petit 1, qu'il faut aller beaucoup plus loin et dire, si vous ne reprenez pas vos ressortissants, on arrête les partenariats, puisque finalement, vous n'êtes pas l'allié sur lequel on peut compter. L'accord franco-algérien, par exemple, de 1968, il faut le dénoncer. Et deuxième chose, parce qu'il va falloir vite avoir une réponse et que ces rapports de force diplomatiques peuvent prendre du temps. Je voudrais qu'on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas, comme le Danemark par exemple, avoir des partenariats avec d'autres pays pour faire en sorte immédiatement d'isoler des OQTF qu'on jugerait dangereux. Le Danemark a essayé avec le Rwanda, si je ne dis pas de bêtises. Vous y êtes favorable? Et je crois avec le Kosovo également. Non, je voudrais déjà qu'on se pose la question. Le Rwanda, c'est le Royaume-Uni, et le Danemark, c'était le Kosovo. Donc... Exactement. Je voudrais qu'on se pose la question de dire, quand vous avez un individu, pas forcément tous les OQTF, mais un individu comme celui qui a assassiné la petite Philippine, qui a été condamné pour viol à 7 ans de prison, qui n'en fait que 5, qui est relâché dans la nature. Moi, je me mets à la place des parents, je me mets à la place des familles qui nous regardent. Je pense qu'ils auraient trouvé normal qu'on puisse immédiatement mettre hors d'état de nuire de nos rues un individu de cette nature. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va nous répondre à très court terme? Ah oui, mais il n'y a pas les places, c'est compliqué, ça coûte très cher par ailleurs. Donc, dans un souci d'efficacité, d'une réponse rapide, parce que les Français, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Vous avez montré tout à l'heure les images des émeutes qui ont ravagé la France et qui ont meurtri ma ville et ma famille. Ou encore le narcotrafic à Échirol. Et ce qui se passe à Échirol, c'est de la folie. Donc là le devoir de ce gouvernement, c'est de dépasser les mots, c'est de passer aux actes, comme l'a dit Michel Barnier. Et s'il faut changer les règles, changeons-les, a dit changeons les règles, comme le dit Bruno Retailleau. Vous êtes d'accord avec lui? Sauf que sur la méthode Retailleau, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il aurait presque préféré être place Vendôme que place Beauvau. Est-ce que vous trouvez normal qu'à peine arrivé, il attaque l'administration judiciaire de la sorte, que Didier Migaud soit obligé de rappeler le taux d'exécution des peines dans notre pays qui est de 95%? C'est beaucoup. Non mais d'abord... Imaginez que Didier Migaud ait dit il y a un problème avec les policiers, avec les refus d'obtempérer, avec les violences judiciaires. Le tollé aurait été au rendez-vous et justifié. Je me serais évidemment offusqué puisque je défends avec beaucoup de vigueur nos forces de l'ordre. Mais je vous l'ai dit en introduction, je pense que le continuum police-justice, il est fondamental. Et évidemment que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit discuter avec le ministère de la Justice. Mais je crois surtout qu'ils ont tous vocation dans ce gouvernement à discuter avec l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que nos lois aujourd'hui ne sont pas efficientes et efficaces pour garantir la sécurité de nos enfants, de nos familles, et c'est juste insupportable. On ne pourra pas continuer à aller de plateau télé en plateau télé en disant on a bien pris conscience du drame et dire des mots de solidarité, ça ne suffit plus. Parce qu'après, les Français, et je l'avais entendu après les émeutes chez moi, nous disent mais si vous n'êtes plus capable de nous protéger, on a envie de se protéger nous-mêmes. Moi, j'ai des habitants de ma commune qui disaient mais j'ai ramené le fusil du grand-père de la campagne, maintenant j'ai chez moi, dans une ville comme la mienne. C'est ça la menace, en fait. Si l'État ne tient plus sa promesse, si la République n'est plus capable de protéger ses enfants, le risque, il est quasiment insurrectionnel, ce que je veux éviter à tout prix, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut...
les émeutes qu'on a vécues, c'était insurrectionnel, mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Moi, j'ai une conviction, c'est que maintenant, il faut des réponses fortes, et s'il faut changer les lois, changeons-les. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun. On retiendra cette proposition de loi sur le bracelet électronique et on verra quel avenir elle peut avoir. Merci à vous. Tout de suite, la question qui fâche avec nos chroniqueurs éco ce soir, qu'on accueille tout de suite. Hop. Tir croisé ce soir avec Christophe Rameau. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle équipe de chroniqueurs économistes à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et membre des économistes atterrés. Marc Vigneault, bonsoir. Bonsoir Myriam. Journaliste économique et politique aussi d'une certaine manière à l'opinion. Installez-vous, préparez bien vos arguments. Voici la question qui fâche, signée ce soir par Marion Becker. La question qui fâche ce soir nous vient de Michel Barnier. Dimanche soir, sur France 2, le Premier ministre a esquissé une hausse des impôts. Il faut faire un effort collectif pour maîtriser les dépenses. Ça peut se faire avec quelques prélèvements ciblés, je l'ai dit, sur les personnes les plus fortunées. Mais qui sont les riches? À partir de quels revenus le Premier ministre considère-t-il qu'un Français est suffisamment riche pour participer au redressement des comptes publics? À cette question, les députés sont partagés. C'est une réponse que je n'ai pas. Mais il n'y a pas de réponse à cela. Enfin, on considère toujours que son voisin gagne plus et que donc il est riche et que vous êtes pauvre. Je pense que la richesse, de toute façon, c'est quelque chose qui est très relatif. Alors il y a des tranches. On pourrait considérer peut-être que la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, c'est des gens qui gagnent beaucoup plus que les autres. Il y a déjà des surtaxes. Avoir 3 000 € à Paris, c'est pas être riche. Avoir 3 000 €, j'allais dire, dans une bourgade de 500 habitants, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on le prenne en considération. S'il faut donner un seuil, je ne sais pas, mais je dirais qu'avec 4 à 5 000 € pour une personne, on commence à bien vivre. Pour la gauche, c'est à partir de 4 000 € net par mois. C'est aussi la fourchette avancée par l'Observatoire des inégalités. Une personne seule est considérée comme riche si l'ensemble de ses revenus, après impôt, sont supérieurs à 3 860 € par mois. Pour un couple avec un enfant, c'est 6 948 € par mois. Et pour un couple avec 2 enfants, 9 650 € par mois. Puisque le Premier ministre envisage des hausses ciblées d'impôts, nous vous posons la question qui fâche. À partir de quand est-on considéré comme riche ? Marc Vigneault, elle est importante cette question parce que c'est ce seuil-là qui va peut-être déterminer les hausses d'impôts du gouvernement. Si on parle des particuliers d'abord, revenus, salaires, capital, patrimoine, pour les particuliers, c'est quoi être riche ? Alors, il n'y a pas de définition reconnue par tout le monde. L'INSEE note dans un blog qu'il n'y a pas au niveau international de seuil de richesse qu'on pourrait comparer comme un seuil de pauvreté. Alors, faute de données justement produites par l'INSEE, il y a l'Observatoire des inégalités qui a été cité, qui produit, qui donne une définition, mais qui peut être totalement contestée. Donc, eux, leur définition, c'est de gagner 2 fois plus que le revenu médian. C'est quoi le revenu médian des gens? C'est le revenu qui partage la population en deux. La moitié de la population gagne moins, l'autre moitié gagne plus. Et donc, eux, ils disent c'est 2 fois ce revenu médian. Donc, c'est ce qui a été écrit pour un célibataire, 3 860 €. Attention, après impôt et après prestations sociales. Oui, on n'est pas loin des 4 000 € de François Hollande, mais après impôt. Ça dépend de la taille du foyer. On considère que quand vous êtes en couple, vous pouvez mutualiser les dépenses. Et donc, on ne compte pas exactement deux fois le même revenu quand il y a 2 personnes. Il y a une règle de calcul un peu compliquée quand on a des enfants, etc. Mais donc, par exemple, un couple avec 2 enfants, c'est 9 650 €. Alors, la question, c'est qui va trinquer? Vous qui travaillez à l'opinion et qui suivez la préparation de ce budget, est-ce que vous avez déjà des informations sur qui sera impacté par ces hausses d'impôts au niveau des particuliers? Alors, sur les particuliers, on ne sait pas exactement ce que veut faire le gouvernement, parce que c'est extrêmement délicat. Il y a des députés de l'ex-majorité qui disent si on commence à essayer de geler l'impôt sur le revenu, on ne va pas le geler pour tout le monde parce que ça comprendrait les classes moyennes. Alors justement, on va voir le barème de l'impôt sur les revenus avec des différentes tranches. On est à 0% sur la première tranche, mais ça monte évidemment jusqu'à 40%, 45% pour plus de 77 000. Même plus, parce qu'il y a une surtaxe d'impôt sur le revenu. Voilà. Évidemment, ce projet qui circule là, c'est-à-dire geler
l'indexation de l'inflation, donc le barème du... Le barème, c'est-à-dire ne pas le revaloriser autant que l'inflation. Voilà, si votre revenu... dernière tranche seulement. Si l'année prochaine, votre revenu, imaginons que l'inflation l'année prochaine soit à peu près à 2%. Ouais. Si votre revenu augmente de 2%, normalement, l'administration fiscale considère que votre revenu n'a pas augmenté et donc vous n'êtes pas plus imposé. Si on gèle le barème, au contraire, l'administration fiscale va dire non, votre revenu, il a augmenté de 2%. Et donc, vous serez imposé à hauteur de... Bien compris. Donc, ça revient à une forme de hausse d'impôt qui dit pas son nom. C'est une forme d'impôt. Christophe Rameau, en voilà une bonne idée, non, pour l'économiste atterré que vous êtes. Est-ce que c'est tout ce qui va dans le sens de la justice fiscale? C'est de la justice fiscale. Très bienvenue pour moi. Le gel du barème? Même les petits pas. Attention, c'est gel du barème. Si j'ai bien compris, ce qui est envisagé, c'est un gel du barème simplement pour les hautes tranches. Oui, pour les 2 dernières tranches. C'est ce qui circule, mais rien n'est arbitré. On n'a pas les informations. Ça ne concerne qu'une infime minorité de la population. D'accord. Alors, pour revenir sur qui est riche, je pense que ce qui est important à saisir, donc effectivement, il n'y a pas de définition au niveau international, ni même au niveau national. La définition que vous avez reprise là, de l'Observatoire des inégalités, moi, elle me semble plutôt bonne. Mais par contre, ce qui est important à souligner, c'est que les écarts, en fait, ces 30 dernières années, 40 dernières années, en France, comme ailleurs, malheureusement, les inégalités se sont creusées. Il y a ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc on a réduit très fortement les taux d'imposition marginaux, justement. On les a réduits très très fortement. Aux États-Unis, ils étaient montés jusqu'à près de 90%. Vous vous rendez compte? Ils n'étaient jamais appliqués. Au-delà d'un certain montant. C'était appliqué. Non, il y avait des niches fiscales de partout. Personne ne payait 90%. Personne. Enfin, un contribuable. Les taux d'imposition sur les plus aisés, aux États-Unis comme en France, ont été baissés. Les taux d'imposition sur les entreprises. Alors, restons un instant sur les particuliers, on va venir sur les entreprises, mais parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se demandent? Ce qui est important, ils sont dans la mauvaise tranche. Ouais. Ils ont, mettons, 4 500 € par mois net. Et ils se disent, est-ce que c'est ça qui va me tomber dessus? Est-ce que je vais être impacté? Vous qui cherchez à faire de la justice fiscale, je vous redonne la parole dans un instant. À partir de quel seuil, pour vous, il faudrait commencer à taxer pour faire de la justice fiscale et surtout résorber les déficits? Je pense qu'au niveau des revenus, mais il y a surtout le patrimoine dont on n'a pas parlé. On y vient dans un instant. C'est très important. C'est que, voilà, il y a au-delà de, il y a les 1% les plus aisés, ils gagnent plus de 7 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, les inégalités, elles se creusent, elles explosent dans le haut de la distribution, à l'intérieur des 10%, et plus encore à l'intérieur des 1%. Qu'est-ce que vous proposeriez justement sur ces 10% où on a évidemment du revenu, du capital, du patrimoine, évidemment des salaires? En matière de revenus, je pense qu'il faut augmenter, bien entendu, les tranches d'imposition supérieures, et puis surtout, il faut revenir sur une série de stratégies de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, en fait, de l'évasion fiscale, qui permet aux plus aisés, la grande masse des gens n'y ont pas accès, bien entendu, eh bien, de ne pas déclarer leurs revenus, notamment, enfin, de mettre leurs revenus, une partie de leurs revenus, dans des sociétés holding, etc. Pour faire de la fiscalité. Vous croyez à cette fiscalité de justice sociale? Vous pensez que ça va être mis en œuvre, là, parce qu'on n'a plus le choix, même si c'est un gouvernement de droite? Il y a besoin de le faire pour des raisons de rentrée fiscale, bien entendu, mais aussi pour des raisons politiques. On vit dans un pays, ici comme ailleurs, où les gens souffrent avec le sentiment qu'on a un système économique qui sert d'abord les intérêts d'une infime minorité. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de la souffrance sociale et politique. Alors là, je m'inscris en faux contre ce que dit M. Rameau. En France, les inégalités n'ont pas tellement augmenté, n'ont pas augmenté comme dans les autres pays. On est au contraire un des pays où les inégalités ont le moins augmenté. Elles sont à peu près stables. Franchement, je n'ai pas révisé tous les chiffres, mais j'en ai écrit des articles entiers en regardant plusieurs indicateurs. Les inégalités n'ont pas explosé. Et quand on dit on va geler le barème de l'impôt sur le revenu pour les deux tranches supérieures, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes célibataire, vous êtes considéré comme la personne qui doit payer à partir de 2 399 € par mois. Donc voilà, juger, est-ce que quelqu'un qui vit en région parisienne est quelqu'un d'aisé qui doit beaucoup plus participer? Alors on a un vrai problème de compte public. Alors justement, vous qui travaillez sur le budget, qui sont les très très riches qui risquent de contribuer davantage? Et est-ce qu'on est vraiment sur les très très riches? Alors là, c'est là où je dis c'est compliqué à dire parce que le gouvernement est resté extrêmement sur les particuliers, est resté extrêmement discret sur ce qu'il veut faire. On parle de l'augmentation de la flat tax à 30%, donc le prélèvement forfaitaire unique instauré par Emmanuel Macron, qui consiste à ne plus imposer comme les revenus du travail avec un barème progressif d'imposition
les revenus du capital, mais au contraire de l'imposer à un taux unique de 30% qui peut monter pour certains jusqu'à 34%. La flat tax, les entreprises davantage que les particuliers. Non, c'est sur les particuliers. Donc revenus du capital, dividendes, pas plus de 30%. Voilà. Intérêts, dividendes. Alors ça, ce serait un sacré changement dans la politique d'Emmanuel Macron. Alors, on pourrait augmenter ces 30% de quelques points. Mais il ne faut pas en attendre des miracles. Ça rapporterait à peu près 1,5 milliard d'euros. On cherche plus de 30 milliards d'euros pour l'année prochaine. Donc en fait, le problème, c'est que les impôts sur les riches, voire les très riches, ce n'est pas du tout à l'échelle du problème budgétaire que la France a. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux Français. Il y a une note très intéressante du think tank Terra Nova qui dit oui, on peut faire quelque chose sur les riches. Oui, c'est indispensable. Il faut absolument le faire. Et si on active tous les leviers les plus intelligents, les meilleurs, pour ne pas se tirer une balle dans le pied et faire à peu près des choses qui ne font que les plus riches ne vont pas fuir à l'étranger ou avec des effets économiques qui seraient délétères, on peut à tout casser rapporter 15 milliards d'euros. Et ces 15 milliards, il faut probablement aller les chercher, beaucoup, les prélever. Oui, c'est beaucoup. Mais sauf que sur 5 ans, il faut trouver 100 milliards d'euros pour que la dette soit stabilisée au niveau très élevé où elle est et pour éviter une augmentation des taux d'intérêt avec une charge de la dette qui commence à peser en pourcentage du produit intérieur brut. Ça commence à peser beaucoup. Et donc, le mythe qu'on va faire payer les super riches, c'est-à-dire tous les gens considèrent toujours qu'ils ne sont pas riches et que c'est toujours le voisin qui est un peu plus riche qu'eux. Le mythe qu'on va faire payer les super riches, il est en partie faux. On peut taxer mieux, on peut taxer plus. On est déjà un des pays qui taxe le plus les riches. Il y a une négociation au niveau international pour taxer un minimum les très riches, ce qu'évoquait Christophe Rameau, c'est-à-dire les gens qui mettent des revenus dans des holdings qui ne sont jamais imposés. Eh bien, cette négociation internationale, menons-la, mais ne faisons pas croire que la France va encore une fois être une île séparée du monde, le seul pays à pouvoir faire quelque chose que les autres pays refusent de faire. Christophe Rameau. Quand on parle de rendre notre économie un peu plus juste, qui est un peu plus... Les libéraux ont toujours tendance à noyer le poisson en disant mais vous attaquant aux riches, vous attaquez à tout le monde. Enfin, noyer le poisson, si je puis dire, en mélangeant... à la en mélangeant les homards et les sardines, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et puis, alors, sur l'attractivité, puis on dit, Bruno Le Maire a retenu ce discours, il dit, oui, sur les très riches, je suis pour faire des choses, mais enfin, à l'échelle internationale. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'on peut attendre longtemps. Je suppose que ça se fasse un jour à l'échelle internationale. Mais la France a les moyens. Alors, vous avez cité une note très intéressante. La note de Terra Nova, qui n'est pas une note des économistes atterrés, donc c'est tranquille, cool, etc. La même note que oui, tout à fait, qui est sortie il y a 5 jours, là. Oui. Et alors, qui est passionnante, parce qu'ils y vont vraiment tranquillou, et ils disent quand même, en ne s'intéressant qu'aux ménages, les 1% les plus riches. Ils ne parlent pas du reste. 1%. Les 1% les plus riches. Oui. Sur les 1% les plus riches, milliards, rien que sur eux, 10 à 15 milliards. C'est déjà ça. Mais bonco, allez. Qui peut plus, peut le moins. Allez, vous ça ne réglera pas le problème de stabilisation de la dette de la France. C'est la fin de ce ping-pong. C'est la fin de ce duel. Juste, vous y croyez, vous pensez qu'il va le faire ou pas, oui ou non, Michel Barnier? Je crains qu'il fasse des effets d'annonce, oui, je veux dire, voilà, mais que concrètement, ça n'aille pas jusqu'à... Écoutez, s'il va jusqu'à 15 milliards... Vous serez champagne pour le plateau, champagne pour Marc Vignon. Vous serez moins atterré, on peut dire ça. Ça devrait plutôt tomber sur les très grandes entreprises. A priori, il y a plus de choses dans les tuyaux de ce côté-là. C'est un peu plus assuré que du côté des Vous reviendrez pour parler justement de l'impôt sur les sociétés. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une nouvelle question qui fâche, un nouveau débat, une nouvelle interview politique. Très belle soirée sur LCP.